Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour des fichiers S. Le sujet est revenu sur le devant de l'actualité ces derniers jours pour plusieurs raisons. Il y a eu l'attentat samedi dernier à Paris. François Molins a d'ailleurs donné une conférence de presse ce soir. Il y a cet évadé de la prison de Brest. Le Sénat a créé hier un groupe de travail sur le sujet. Les mêmes interrogations reviennent à chaque attaque terroriste. Comment améliorer le régime des fichiers S? Peut-on rendre plus efficace le suivi des personnes radicalisées? Des mesures législatives supplémentaires sont-elles nécessaires? Nous poserons toutes ces questions à nos invités dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Mickaël Darmon à Yves de Rey. Nous reviendrons notamment sur cette bataille pour la place de meilleur opposant à Emmanuel Macron. Un sondage montre que Jean-Luc Mélenchon tire son épingle du jeu, loin devant Marine Le Pen. Laurent Wauquiez et Olivier Faure ont du mal à convaincre. Mais globalement, les Français sont sévères avec les chefs de parti et encore faut-il qu'ils les identifient. Un an après la présidentielle, comment expliquer qu'il n'y ait toujours aucune alternative forte au parti présidentiel? Nous en débattrons avec nos éditorialistes. L'entretien du jour, nous recevons Jean-Marc Bustamante. Il est le directeur de l'École nationale des beaux-arts de Paris. Il nous parlera de l'exposition Images en lutte sur mai 68 et sur les luttes des années 70. L'événement s'arrête dans 3 jours et il a rencontré un franc succès. Il nous dira aussi ce qu'il ressent à quelques jours de son entrée à l'Académie des beaux-arts. Mais d'abord, ce débat est devenu systématique après un attentat impliquant un fichier S. Les autorités françaises ont-elles un problème avec la surveillance des personnes radicalisées? Notre droit et nos services de renseignement sont-ils suffisamment armés? Un certain nombre de responsables politiques jugent que non et font diverses propositions, plus ou moins réalisables. On va en parler. Voyons d'abord précisément de quoi l'on parle avec Fabien Recker. La polémique sur les fichiers S s'enflamme de nouveau chaque fois que le terrorisme frappe. Mais de quoi parle-t-on? Depuis 1969, le ministère de l'Intérieur tient un fichier des personnes recherchées. Il comporte 400 000 noms répartis en 21 catégories, dont la catégorie S pour sûreté d'État. La plupart des fiches S sont produites par la DGSI, les services de renseignement intérieur. Qui est concerné par une fiche S? Selon un décret datant de 2010, peut être fiché S toute personne faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité de l'État sur la base d'informations ou d'indices. Les fiches S ne concernent pas seulement des personnes issues de la mouvance islamiste radicale, mais aussi des militants d'extrême gauche ou des supporters de football. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur de novembre dernier, 25 000 personnes seraient fichées S en France, dont près de 10 000 pour radicalisation, essentiellement liée à la mouvance terroriste islamiste. La fiche S n'est pas une preuve de culpabilité et n'entraîne pas non plus de surveillance en continu. Elle a un rôle d'alerte pour les autorités, par exemple quand un individu fiché est contrôlé à la frontière. Principale difficulté pour les services de renseignement, assurer un contrôle suivi face au grand nombre de personnes fichées. Avec nous pour aller plus loin sur ce sujet ce soir, Laurence Saillet, bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti Les Républicains. Juliane Pinsard, bonsoir, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Jean-Yves Le Borgne, bonsoir, avocat au barreau de Paris. Et Chem Sakrouf, bonsoir, expert en renseignement, en intelligence stratégique et ancien analyste terrorisme à la direction du renseignement militaire. Merci beaucoup à tous les 4 d'être ici. Avant de vous interroger, je voudrais vous présenter un petit florilège des propositions et des réactions sur les fichiers S après l'attentat de samedi dernier. Marine Le Pen nous dit à quoi peut bien servir cette fiche S si on ne s'en sert pas pour mettre ces bombes à retardement hors d'état de nuire sur le sol français. Laurent Wauquiez nous dit qu'il faut interner de manière préventive les individus fichés les plus dangereux, créer un délit d'incitation à la haine de la France et expulser les étrangers qui s'en rendent coupables. Ce à quoi répond Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Le risque zéro n'existe pas et ce qui explique que des mesures sorties du chapeau suffiraient à régler le problème, cela mente. Laurence Saillet, ce sont des mesures sorties du chapeau ? Absolument pas. Ce sont des mesures que nous proposons depuis plusieurs années, et notamment pour celle de l'internement préventif des fichiers S radicalisés depuis 2015. Mais je voudrais apporter une précision. Il ne s'agit pas de mettre en rétention l'ensemble des fichiers S, mais on a vu, et notamment par rapport à un autre fichier qui est le FSPRT, que le haut du spectre distingué comme étant les plus dangereux était de 3 ou 4 000. Et ces personnes-là, effectivement, si nous pouvions déjà les mettre hors d'état de nuire, ça procure une grande avancée. Et c'est ça qui est important. Vous voyez, il ne faut pas caricaturer parce qu'on en arrive à dire, ben voilà, il faut interner tous les fichiers S. Non, il faut être précis, c'est pas ce que nous disons. Les plus dangereux, oui, mettons-les hors d'état de nuire parce que la question qu'il faut se poser, c'est comment les Français aujourd'hui
peuvent comprendre qu'on a détecté des gens sur le territoire comme étant très dangereux et qu'on ne met pas en application, ou qu'on ne se donne pas les moyens de les mettre hors d'état de nuire. La vraie question, elle est là. Sauf que ça pose évidemment un certain nombre de questions juridiques. Juliane Pinsard, sur le plan juridique, l'internement préventif est-il possible et la création d'un délit d'incitation à la haine de la France est-il possible ? Alors, on est en démocratie et parce qu'on est en démocratie, il y a un principe qui est l'état de droit qui s'applique. Et dans l'état de droit, il y a notamment le droit à la sûreté qui dit que non, on ne peut pas être détenu ou retenu de manière arbitraire et sur des critères flous. En l'occurrence, pour faire l'objet d'une détention, il faut une mise en examen, donc une infraction, ou en tout cas des soupçons d'infraction, et des soupçons de culpabilité, des éléments tangibles, que des éléments constitutifs de l'infraction ont été commis. En l'occurrence, la fiche S, ça a été très bien dit, ce n'est pas une preuve de culpabilité, c'est un outil de suivi d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'ailleurs que des personnes radicalisées. Alors, j'entends que ça ne concernerait pas tous les fichiers S, mais uniquement les plus dangereuses. Mais sur quels critères on détermine la dangerosité de ces personnes et par ailleurs, sur le plan juridique, on a déjà une infraction pénale qui s'appelle l'association de malfaiteurs, qui est déjà très ténue et qui permet l'appréhension sur des éléments préparatoires d'une infraction, bien en amont de la commission d'une infraction. Et en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des cas, alors bien sûr, et je suis d'accord sur le fait que le risque zéro n'existe pas, mais dans la plupart des cas, quand on a des éléments suffisamment importants d'un risque de passage à l'acte, on a une judiciarisation. Qui suffit selon vous ? Une ouverture d'enquête, et à ce moment-là, on a les moyens du droit pénal, de la procédure pénale, pour... Jean-Yves Lebrun, je vous vois faire non de la tête. Oui, non, parce que je connais comme vous, bien sûr, l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, c'est un regroupement de personnes tendant à la commission d'un délit ou d'un crime. Mais dans le cas où nous sommes, ce sont des individus parfois isolés ou dans un tout petit groupe dont on n'a à aucun moment préalablement repéré qu'ils organisaient ou qu'ils organiseraient un crime ou un délit à venir. Donc, à mon avis, cette incrimination est en l'espèce complètement inopérante. Je pense, et je souscris à ce que disait Madame tout à l'heure sur le fait qu'on a peut-être trop focalisé sur la notion de fichier S. Il faut prendre peut-être un autre fichier plus restreint, celui des radicalisés. Et l'idée qu'il y ait un texte, et vous aviez raison, madame, de dire que nous sommes dans une démocratie et qu'il ne peut pas y avoir d'action judiciaire sans un texte sur lequel on s'appuie. Heureusement, et je souscris aussi à cette idée. Mais l'idée que la radicalisation soit une sorte de déclaration de guerre à la nation ne me paraît pas en soi quelque chose de scandaleux. L'idée qu'un tel délit soit demain voté, introduit dans le code pénal par le Parlement ne me paraît pas un scandale. Alors là, le problème, c'est que ça ne réglera pas tout. Parce que ce n'est pas parce qu'on sera radicalisé qu'on aura nécessairement mis le pied sur le chemin du crime tel que ceux que l'on voit encore très récemment. Je pense aussi que l'on pourrait, entre la radicalisation et la mesure préventive. Alors oublions, sortons un peu des poncifs de la prison, de la détention, qui sont des choses qui évidemment ne peuvent s'appliquer qu'à des réalités judiciaires connues. Mais l'idée, par exemple, que quelques radicalisés soient placés dans des zones de liberté, mais sous surveillance, de manière à pouvoir continuer... Mais c'est pas déjà le cas, ça, James Lacour. Ils sont sous surveillance aujourd'hui. Alors... Enfin, ils sont censés l'être. Alors oui et non. Oui. Moi, je pense que dès le départ, il faut être clair, on a une problématique de sémantique. On parle de fiche S, c'est un capteur fantomatique qu'on met sur un nom, sur un individu. Un agent de la DGSI qui a un doute sur un individu, que ce soit sur la radicalisation ou sur une menace potentielle, va indiquer dans ce fichier, donc va ficher la personne S, pour que lorsqu'elle est contrôlée, l'agent, de manière discrète, répondre à des consignes qui sont induites dans cette fiche. Avec qui il était, quel était le nom, dans quel cadre vous l'avez contrôlé.
Donc c'est parce qu'on n'a pas d'informations réelles, qu'on n'a pas d'éléments de preuve, qu'on le fiche S. Donc dès le départ, on a un problème. On est en train de dire, on va prendre un outil qui sert à détecter, et cet outil-là, les noms qu'on a mis pour vérifier, c'est celui qu'on va utiliser pour incarcérer les gens de manière préventive. Donc vous l'avez rappelé à l'instant, effectivement, il y a eu un malentendu. Moi je vous rejoins monsieur, je pense qu'il faut prendre le cas du fichier, le FSPRT, où des gens ont été signalés pour des problématiques de radicalisation. Mais encore une fois, est-ce que les critères sont bons? Comment un agent qui n'est pas expert va, à travers un appel téléphonique, voilà, ce monsieur, il a l'air d'être radicalisé. Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'ils sont évalués par les psys? Est-ce qu'il y a des experts de cette thématique qui vont les prendre en compte? Et je pense que la grosse problématique qu'on a, c'est qu'on a mis tout et n'importe quoi dans ce fichier et qu'on se retrouve avec un nombre incroyable de personnes et on a du mal à les surveiller parce qu'on n'a pas les effectifs nécessaires. Un fichier fourre-tout. Alors selon un sondage de Doxa Dentsu Consulting, 83% des sondés sont favorables à l'expulsion des fichiers S étrangers. Le Front National et le parti LR reprennent cette idée et demandent à l'exécutif d'agir en ce sens. Je vous propose d'écouter Nicolas Bay, qui était l'invité de CNews. La réponse, elle est simple. La réponse, c'est ceux qui sont de nationalité française. Eh bien, on les inculpe et on peut même les mettre en détention préventive avant leur procès. Et quant à ceux qui sont étrangers, eh bien, comme 81% d'ailleurs des Français le demandent dans un sondage, eh bien, on les expulse. Je voudrais juste ajouter ce chiffre avant de vous faire réagir, Laurence Saillet. Depuis les attentats de janvier 2015, 2 attaques terroristes ont été perpétrées par des fichiers S étrangers. C'était Villejuif et le Thalys. Tous les autres étaient français ou binationaux. Une réaction, Laurence Saillet? Je pense qu'il faut mettre en place plusieurs mesures. Donc effectivement, la rétention de ceux qu'on estime les plus dangereux, parce que quand même, quand on nous oppose l'état de droit, déjà l'état de droit, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre. L'état de droit, c'est quelque chose qui peut évoluer. En Espagne, par exemple, et vous n'allez pas me dire que c'est un pays qui n'est pas démocratique ou qui ne respecterait pas l'état de droit, on a ces délits, justement, d'endoctrinement actif et passif. Et même, sur simple soupçon, on peut incarcérer quelqu'un. C'est un pays voisin, c'est un pays européen. Donc quand on nous dit « Oh là là, tel quel drame, vous nous proposez des mesures qui sont antidémocratiques », non, ce n'est pas la vérité et nos voisins l'ont fait. Mais pour revenir à ce que vous disiez, il faut mettre en place plusieurs mesures parce qu'il n'y a pas une seule solution. Il faut tout un arsenal législatif pour être efficace. Et maintenant, c'est à la loi de s'adapter à la lutte antiterroriste et ce n'est pas le contraire. Et c'est bien ce que nous voulons faire, mettre en place cet arsenal législatif pour donner les moyens, justement, pour soulager nos services de renseignement aussi, parce qu'ils ne peuvent pas surveiller 20 ou 30 000 personnes. Et c'est à nous, législateurs, c'est à nous, politiques, d'avancer et de... C'est difficile, oui, mais c'est à nous de le faire parce que les Français, maintenant, vous le voyez bien, attendent de véritables solutions. Encore faut-il déterminer que la lutte contre le terrorisme est la priorité nationale. Et pour le moment, ce n'est pas ce que fait le président de la République. Et j'ajoute à votre exemple espagnol l'exemple allemand, puisqu'il y a un an, le Bundestag a voté la possibilité du bracelet électronique pour les fichiers S. Qu'en pensez-vous, Juliane Pinsard? Le droit peut évoluer, effectivement. Ah mais oui, mais on peut tout faire dire au droit et on peut même faire après des lois qui soient inconstitutionnelles ou qui portent atteinte à un certain nombre de libertés. Mais on peut tout faire. Non, il y a des organes de contrôle en France. Il y a quand même un Conseil constitutionnel qui, de temps en temps, jette un coup d'œil sur la loi. C'est pour ça que je rappelais le droit à la sûreté et on peut modifier la Constitution sur le sujet aussi. Et qui fait qu'on ne peut pas être incarcéré, je le rappelle, ni détenu ni retenu de manière arbitraire et sur des critères flous. J'entends parler de radicalisation, en fait, de créer presque quasiment un délit de radicalisation. Enfin, oui. Voilà. En réalité, ça vous paraît en dehors de l'état de droit, ça, par exemple? Il faut rappeler ce qu'est une infraction. Un délit, c'est un élément matériel, donc des faits, et un élément moral, une intention. Je ne vois pas où... Qu'est-ce qu'on place dans un délit de radicalisation? Ni en élément matériel, ni en élément moral. Vous citiez l'association de malfaiteurs. Qu'est-ce que c'est qu'une association de malfaiteurs? C'est le fait de s'agréger à un groupe qui prépare une action criminelle et d'y prendre parfois une part tout à fait mineure. C'est pas autre chose. C'est des actes préparatoires. C'est les actes préparatoires. Pourquoi créer une loi si on a déjà ce qu'il faut avec la ça fonctionne pas. Mais c'est pas parce qu'on va créer un nouveau délit que ça fonctionnera mieux en réalité. Mais je pense que si.
Je pense que si, parce que l'état de droit. On a déjà l'arsenal juridique et ça ne fonctionne oui, mais pas. non, mais oui, bah justement, c'est pour ça qu'il faut compléter cet arsenal juridique. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne si mal que ça. Il est possible qu'en tout cas les victimes d'attentats puissent vous dire que c'est inaudible, effectivement. Que vous nous disiez que ça fonctionne, c'est quand même difficile à entendre pour les 253 victimes des attentats depuis. J'entends. C'est très difficile à entendre. Et en fait, vous restez bloqué, pardon, mais c'est un sujet important et je me permets d'intervenir. Vous restez bloqué sur c'est la loi, on n'y touche pas. Si on touche à la loi, et on peut toucher la Constitution. Vous dites que l'arsenal juridique. Je dis que l'arsenal juridique qui existe. Alors pour cette personne, par exemple, est utilisé et que. Ce n'est pas en créant une nouvelle loi qui, manifestement, je ne vois pas, en tout cas dans ce que vous dites, de différence avec ce qui existe, ça fonctionnera mieux. Parce que, disons-le, l'association de malfaiteurs, sauf exception, n'est pas applicable à la radicalisation. La seule radicalisation... Elle est appliquée dans la quasi-totalité Elle est appliquée dans l'après-coup, lorsque l'on découvre qu'autour de l'auteur du crime, il y a eu des gens qui l'ont aidé. En réalité, il y a beaucoup d'enquêtes à l'heure actuelle pour des prenons conscience du fait que... dont on ne parle pas. On se laisse parler sinon on ne s'entend pas. C'est le principe même de ces actes-là, et c'est ce qui fait que c'est difficile. On ne parle évidemment que des actes qui donnent lieu à des victimes et que pour lesquels évidemment vous aussi. Je condamne. Mais en réalité, il y a énormément d'actions, de tentatives d'actions terroristes qui sont appréhendées en amont et qui n'ont pas lieu. Oui, mais parlons des autres, parce que celles qui n'ont pas eu lieu, tant mieux, bravo aux services de sécurité qui ont pu mais il y a ceux qui passent les entre les mailles du filet. Mais le vrai problème, c'est de les empêcher. Le Sénat a lancé un groupe de travail sur le sujet hier. C'est une décision de la Commission des lois du Sénat, présidée par Philippe Bas. Les questions qui seront traitées sont citées dans le communiqué officiel. Comment sont utilisées les fiches S ? Faut-il réorganiser nos fichiers de renseignement ? Est-il possible de prendre des mesures législatives nouvelles pour assurer une judiciarisation plus précoce d'une partie des personnes fichées ? Chem Sakrouf, on voit bien qu'il y a tout un tas de questions qui ne sont toujours pas réglées, alors que les attentats, ça fait quand même quelques années qu'on les connaît en France. Oui, effectivement. Moi, je pense que la classe politique française est débordée. Il y a une surenchère des propositions. Il y en a qui sont cohérentes et concrètes. Il faut maintenant adapter la loi. Maintenant, moi, je pense que là où on pêche, c'est sur nos techniques. On l'a rappelé plusieurs fois que les renseignements généraux ont disparu. Moi, je cite 2 propositions toutes simples. Voilà. Est-ce qu'on a une capacité d'avoir des gens sexy pour les recruteurs ? Est-ce qu'on a des ethno-différenciés issus de la gendarmerie, de la police, des services de renseignement qui peuvent mailler le territoire et être au contact de ceux qui recrutent ? Première question. Si on arrive à résoudre déjà ça, on pourra identifier, utiliser les textes de loi qui existent et en faire d'autres. Deuxième proposition. Est-ce qu'on a fait quelque chose pour contrecarrer la propagande sur les réseaux sociaux en termes d'influence ? Il y a une guerre psychologique. La radicalisation peut être très radicale dans sa manière d'exercer sa foi. Et puis, parallèlement, on peut être très radical avec un excès de violence. C'est ça qui nous pose problème. Définir ce que c'est qu'être radicalisé, that is the question. Donc la réalité, c'est être en mesure de pouvoir rapidement identifier ceux qui basculent dans l'extrémisme violent, ceux qui l'instrumentalisent ces gens, et avoir une stratégie qui, encore une fois, correspond à une approche à 360. Et cette question du maillage territorial, elle est intéressante et je vais vous interroger là-dessus, Laurent Saillet. Hervé Maurey, sénateur centriste, nous fait part de 2 idées. L'idée serait d'avoir un fichier beaucoup plus ciblé que l'actuel fichier S. Il concernerait les individus présentant un risque réel de passer à l'acte. Deuxième idée, je pense que des élus doivent avoir accès à ce fichier. Qu'en pensez-vous, Laurent Saillet ? Est-ce que les élus locaux ont aussi un rôle à jouer, ne serait-ce que pour ce maillage territorial, cette proximité et ces données, ces renseignements qui pourraient revenir du terrain au plus près des radicalisés ? Je pense qu'il faut être très prudent sur cette proposition et que, bien sûr, on peut la travailler, mais comme ça, donner à tous les élus un ensemble de fichiers avec des informations, comme on l'a dit, multiples et variées, ça me semble quand même quel risque un petit hasardeux. Non, mais il faut être précis. Déjà, quel fichier ? FSPRT, fichier S méconnu pour radicalisation. Vous voyez, on ne peut pas comme ça traiter les choses de manière globale. Et je suis d'accord avec monsieur qu'il faut vraiment être très précis parce que sinon, après, on amène dans des caricatures de propositions et ça colle plus et on nous dit que c'est pas possible. Et les Français n'y comprennent plus rien. Et les Français n'y comprennent plus rien. C'est pour ça qu'il faut être très précis.
Pour revenir juste donc sur cette deuxième proposition, je suis réservée. Pour revenir à ce que vous disiez, nous, depuis 2012 et notamment depuis 2015, nous avons fait des propositions de loi multiples sur ce sujet et on a toujours été renvoyés dans nos buts, notamment quand le président de la République a demandé à lever l'état d'urgence au mois de novembre, quand il y a eu la réforme à l'Assemblée nationale, tous nos amendements ont été rejetés. Là, nous avons fait la proposition, nous demandons au président de la République qu'il reçoive tous les chefs de parti pour travailler ensemble pour la lutte contre le terrorisme. Ça a été une semi-fin bref, en gros, à mon avis, nous allons être éconduits. Alors que c'est ce qui s'est passé en Espagne. Je reprends encore cet exemple que je considère comme un modèle dans la lutte contre le terrorisme. En 2015, après nos attentats, Mariano Rajoy a réuni tous les chefs de parti et a mis en place un pacto pour travailler. Et c'est comme ça qu'ils ont revu le code pénal en 2015 et qu'ils ont réussi à mettre des choses très importantes en place et qui auraient été difficilement acceptées. Donc moi, ce que je vais répondre à ce que vous nous avez dit politiquement, c'est que nous sommes ouverts à la concertation, nous sommes là pour proposer des choses et nous souhaitons qu'enfin le gouvernement en place entende les Français et écoute nos propositions, parce qu'on ne peut pas rester bloqué alors que 80% des Français plébiscitent un changement. Sur le fichier et sur l'accès au fichier des élus, le problème s'est posé, et la même question que celle que vous évoquiez a été posée à propos de cet malheureux enfant qui a été tué il y a quelques jours par un délinquant sexuel qui avait été préalablement, il y avait très longtemps, condamné. Et le maire de la commune qu'on a entendu disait « Oui, ce serait bien que... ça aurait été bien que je le sache ». Et très honnêtement, il poursuivait en disant « Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ?» Autrement dit, je pense que sur cette question, ça n'aboutit pas. Et je dois dire un mot sur ce qu'a dit un représentant du Front National tout à l'heure, sur cette sorte de, je dirais, d'occasion choisie de xénophobie à propos des attentats. En réalité, le problème, et vous l'avez dit vous-même, c'est que la majeure partie des criminels qui ont commis des attentats de radicalisés sont de nationalité française. Et qu'il ne faut pas saisir cette occasion absurde pour faire de la xénophobie. Ça me rappelle d'ailleurs cette idée qui n'avait, à mes yeux, pas grande valeur, et puis peut-être pas tellement de possibilités la déchéance de la déchéance de nationalité. En revanche, il faut être concret. Il faut avoir ces gens-là à l'œil. Et il faut que... parce que... Oui, mais même ça, on voit que c'est compliqué. Justement, une surveillance parfaite des fichiers S est seulement faisable. Non. Regardez ce que nous dit un commissaire interrogé par l'Express. Pour surveiller un individu à plein temps, il faut 20 policiers. Avec 20 000 cas recensés, il faudrait 400 000 fonctionnaires rien que pour s'en occuper. Un engagement et un coût budgétaire qui relèvent de la fantaisie, même dans un État policier. Écoutez maintenant Jean-Charles Brizard, qui est le président du Centre d'analyse du terrorisme. Il est intervenu lors d'un colloque au Sénat sur les réseaux djihadistes. C'était il y a quelques semaines. On ne peut pas affecter suffisamment de moyens pour suivre l'ensemble de ces personnes au même moment. On est obligé de faire des choix, de faire un tri, et c'est ce que font tous les jours les services de renseignement. On est dans une matière qui est une matière essentiellement humaine, le renseignement, la sélection, l'évaluation procède d'un processus humain, ça n'est pas quelque chose de scientifique. Chem Sakrouf, vous confirmez évidemment ce problème de faisabilité ? Cette surveillance parfaite, elle est impossible ? Non seulement elle est impossible, mais encore une fois, c'est les effectifs qui ne le permettent pas. Maintenant, je rappelle quand même que, je rebondis sur ce que j'ai dit précédemment, si on avait une capacité d'infiltration, on pourrait jouer sur des effets leviers, c'est-à-dire que si les terroristes et les recruteurs savent qu'on a recruté ou qu'on a mis en place des gens qui sont sexy pour les recruteurs, ils auront tendance à moins recruter, et parallèlement on pourrait identifier les réseaux financiers autour. Donc bien évidemment, je rebondis sur ce qu'a dit M. Brizard. Maintenant, pour rebondir également sur ce qui avait dit tout à l'heure, il y a le FIJAT, c'est le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Quelqu'un, un élu, dans une région, dans une mairie, si il a dans ses citoyens un individu qui a été condamné, il a accès à ces données. Donc déjà, on a ce type de données depuis 2016. Donc ça, c'est précis, ça existe. Les élus peuvent le consulter. Maintenant, encore une fois, moi, je rejoins sur ce qui a été dit. Effectivement, je pense qu'il faut un consensus national qui fasse foi. Et dépolitiser le débat. Bien évidemment. Là, on le voit bien, que ce soit le Front National, que ce soit les LR, ou que ce soit les diverses parties de la nation. Chacun a son idée, selon son idéologie politique. Moi, je pense qu'il faut mettre tout sur la table, faire le tri. Là, c'est un consensus national. Je rappelle que le président de la République avait créé une task force. Elle est où ? Elle fait quoi ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de réformes à mettre en place. C'est pas que des lois.
Moi, je pense qu'il y a des grandes réformes du renseignement à vraiment mettre en place. Il ne s'agit pas de mettre ses copains à la tête de tel ou tel service pour essayer de tenir les services. Dans les services, moi, je les côtoie, les agents, que ce soit à la DNRD, à la DGSE et la DGSI, ils sont dépités. Ils disent on fait avec ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer vraiment à ce qui nous paraît être concret. Ils sont débordés, il y a une réalité. Il faut qu'on revoie nos critères. Peut-être que maintenant, il faut se poser la question sur pourquoi les Américains, après le 11 septembre, créent le Homeland Security, c'est-à-dire une vraie coordination, alors que là, on a mis 50 personnes, c'est des mesurettes. Pour faire quoi? Une couche supplémentaire? Coordonner qui? Moi, je pense qu'il faut regrouper, et je le dis vraiment avec une vraie conscience de ce qui se passe, la DGSE et la DGSI, et il faut maintenant travailler avec une unité de renseignement intérieur-extérieur qui se parle, créer une vraie communauté, permettre à un statut des fonctionnaires du renseignement de basculer dans leur carrière de la DGSI à la DGSE à la DNRD, avec un statut d'agent de renseignement, revoir nos formations et permettre d'avoir une vraie capacité de recueil. Parce que le politique, il fait ce qu'il peut. Il a des idées, c'est pas des experts. Il faut écouter aussi les gens qui sont dedans. Il faut vraiment mettre le vrai problème sur la table. Alors bien évidemment qu'il y a des aspects juridiques qui peuvent être utilisés, mais je pense que, vu la menace, il faut nous adapter et pas attendre, encore une fois, qu'on éteigne les lumières, qu'on mette des bougies et les qu'on fleurs. vienne, bien évidemment. Juliane Pinsard, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit Chem Sakrouf? Je suis assez d'accord en réalité sur les aspects opérationnels. Oui, c'est moins votre domaine. Mais en très gros et très simple, je pense que, et je vais le redire, l'arsenal législatif et judiciaire existe. Il est opérationnel. Après, il y a des questions de... On va la laisser terminer peut-être. Il y a des questions de moyens humains, c'est évident, que ce soit du côté des services de police ou du côté des services judiciaires. En réalité, on ne va jamais... On réagit toujours, d'ailleurs, un fait, une loi, enfin, je pense que c'est une absurdité. Il faut prendre de la hauteur et c'est un vrai problème de société et d'orientation de la société. La question qu'on ne se pose pas, sans doute pas suffisamment, c'est qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui conduit certaines personnes à se laisser embarquer, recruter. Donc là, c'est un vrai travail de fond sur la société. C'est une réponse à 360. C'est sur les inégalités, et sur les territoires, et sur... voilà, Laurent, ça y est, c'est une vraie question de fond. Il y a une vraie question politique. Il faut prendre les choses dans leur globalité. J'aimerais beaucoup que les politiques arrivent à s'entendre là-dessus, mais je crois qu'il y aura forcément des désaccords de fond. Mais c'est notre obligation. Notre obligation, c'est de travailler tous ensemble, je le redis, et j'y tiens absolument. Et sur le travail de fond, au sein de cette société, peut-être de ces jeunes qui ont tendance à prendre un virage qui ne va pas, et les causes que vous sous-entendez, les causes sociales. Déjà, moi, je vais vous dire, je ne suis absolument pas pour l'excuse sociale. Parce que quand vous regardez souvent, il y a ces multifacteurs. Non, c'est pas l'excuse, c'est l'explication sociale. L'explication sociale. Mais quand vous regardez le profil des terroristes, souvent, c'est très différent. Vous avez des jeunes qui faisaient des études, d'autres qui n'en faisaient pas. C'est pas forcément dans le problème d'argent, c'est dans le désœuvrement, l'oisiveté, peut-être... Attendez, quand on est amené à prendre les armes pour les tourner contre son pays, et souvent un pays qui vous a tout donné, je suis désolée, mais je n'ai même pas envie d'aller au-delà, ne pas dire que de prévention. Mais pour revenir à ce que vous me dites, quand vous me dites que l'arsenal, je vais vous poser une question de citoyenne, vous me dites que l'arsenal législatif est suffisant. Quand vous voyez que quand on arrête, enfin quand malheureusement les terroristes passent à l'acte et qu'après on fait un petit feedback sur ce qu'ils faisaient, qu'ils propageaient la haine de la France par Facebook, qu'ils étaient dans des cycles de conversation. Ça, c'est une infraction. D'accord. Et ben la preuve que l'incitation à la haine. Et ben je pense qu'il y a quand même un problème, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on prend un terroriste et qu'il était fiché, on se rend compte aussi que tout ce que vous citez, soi-disant dans cet arsenal législatif, mais qui apparemment n'est pas suffisant, vous le voyez bien ou pas assez précis, ce que vous dites. Non, le problème c'est qu'il n'est peut-être pas appliqué. Mais au-delà de ça, c'est pas qu'il n'est pas. Le texte existe, mais ce n'est pas appliqué. C'est ce que vous voulez dire. Je pense que c'est très difficile de l'appliquer en l'état parce qu'il n'est pas assez précis et il n'est plus adapté à la situation dans laquelle on se trouve, qui est une situation de guerre. Il nous reste 1 minute 30. Jean-Yves Le Borne, puis juste un mot pour dire que, à mes yeux, le vrai problème n'est pas qu'on repère une infraction alors même qu'elle existerait déjà dans le code pénal, c'est d'avoir sous la surveillance des services compétents ces personnes qui sont radicalisées. Alors, on a connu sous l'état d'urgence une possibilité d'assignation à résidence qui était bien sûr une mesure restrictive de liberté, mais qui n'a rien à voir avec la mesure extrême dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. Faut-il incarcérer les fichiers S? Bon.
question absurde. Bon, en plus de cela, si on a 3 ou 4 000 personnes, comme on le disait au début de notre propos, qui sont des problèmes réels, qui sont des gens susceptibles de passer à l'acte, pas les supporters de football un peu nerveux, des gens radicalisés, susceptibles de devenir de vrais terroristes. C'est plus le même problème. Et l'assignation à résidence permettant d'aller au travail, même avec un bracelet électronique, ne me paraît pas une atteinte scandaleuse à la liberté individuelle. Parce que, comme vous le disiez, madame, nous sommes toujours dans une démocratie, dans ce terrible équilibre à trouver entre le droit à la sécurité de nos concitoyens et le droit à la liberté, hélas, aussi de ceux qui peuvent passer. Un dernier mot. Je rejoins tout ce qui a été dit. Effectivement, on a des propositions de la loi qui existe déjà. Je pense qu'il faut un consensus national et il faut une approche à 360, prévention, amélioration de nos capacités de renseignement et bien évidemment le faire avec un œil bienveillant, c'est-à-dire comment éviter que nos Français, nos jeunes Français rejoignent ces groupuscules et que des gens meurent gratuitement. Et ce sont les mots de la fin de ce débat. Merci infiniment d'y avoir participé. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Mickaël Darmon à Yves de Rais. Nous allons notamment revenir sur ce sondage qui classe les meilleurs opposants à Emmanuel Macron, selon les Français interrogés en tout cas. En 1, Jean-Luc Mélenchon, loin devant Marine Le Pen, Laurent Wauquiez et Olivier Faure, meilleurs leaders de l'opposition. Cela fait 1 an que la bataille est lancée pour cette place. On en parle juste après ce sujet de Sandra Cerquera. 2017, l'élection d'Emmanuel Macron, le président de droite et de gauche, provoque un séisme politique, dont les partis traditionnels peinent à se remettre. 1 an après, les Républicains, le Front National, le Parti Socialiste et la France Insoumise, l'opposition cherche encore à exister, à sortir de son impuissance, mais c'est difficile. Et la reconstruction n'est pas pour demain, surtout pour les 2 grands partis de gouvernement, sortis laminés du scrutin de 2017. La stratégie de Laurent Wauquiez, président des Républicains, qui vise à siphonner l'électorat de Marine Le Pen, ne marche pas et divise la droite. Seuls 8% des Français lui accorderaient son vote selon les sondages. Quant à Olivier Faure, premier secrétaire du PS, un parti en ruine, reste lui méconnu du grand public et peu audible. Au Front National, pas de changement de chef, mais le parti, malgré son score historique en 2017, est en crise et s'apprête à changer de nom. Marine Le Pen ne s'est toujours pas remise de son échec à la présidentielle. La France Insoumise, enfin, a moins de plomb dans l'aile. Jean-Luc Mélenchon apparaît comme le meilleur opposant à Emmanuel Macron. Mais pour beaucoup, le leader de la France Insoumise s'enferme dans sa radicalité et échoue à devenir le porte-drapeau de la contestation sociale. Tous sont 4 ans pour espérer changer la donne, en tablant sur l'échec d'Emmanuel Macron. 4 ans, une éternité, quand on sait à quel point tout change vite en politique. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Yves de Rais, rédacteur en chef du Parisien Week-end. Bonsoir, merci d'être ici. Bonsoir. Et Mickaël Darmon, éditorialiste à Sud Radio, merci à vous également d'être ici. Je le disais, selon ce sondage au Doxa, Jean-Luc Mélenchon est considéré comme le meilleur opposant au président de la République par 42% des sondés. Marine Le Pen, 29%, Laurent Wauquiez, 17% et Olivier Faure, 9%. Que vous inspire d'abord ce classement, Mickaël Darmon ? Tout d'abord que ça, 1 an après, ça restitue bien les conditions de la campagne présidentielle, de son élection et de son résultat, et qu'effectivement les partis dits de gouvernement restent pour l'instant relativement vitrifiés, n'arrivent pas à sortir de ce moment-là et à se réorganiser. Ils sont dans des processus de réorganisation, de récupération de corpus, d'essayer de se rassembler, de trouver un leader, bref, d'essayer de sortir un petit peu de ce marasme. Et quant à Jean-Luc Mélenchon, être considéré comme meilleur opposant ne veut pas dire être celui qui peut offrir une alternative. Et vous ne croyez pas si bien dire Et c'est ça, effectivement, la nuance. La suite du sondage, effectivement, montre que, quand même, globalement, les Français n'ont pas une très bonne opinion des chefs de parti. Yves de Rais, vous allez me dire ce que vous en pensez. Jean-Luc Mélenchon ne recueille que 33% de jugements positifs, Marine Le Pen, 26%, Laurent Wauquiez, 17%, Olivier Faure, 10%. Et encore, quand ils le connaissent, Olivier Faure. Comment vous expliquez ce déficit de popularité ? Alors, déficit de popularité d'Olivier Faure, c'est déficit de notoriété. Globalement des chefs de parti. Mais moi, je voudrais juste dire un mot sur le sondage lui-même. Cette question m'a toujours gêné de le meilleur opposant. Qu'est-ce que ça veut dire juste le meilleur opposant ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vindicatif et qui se distingue parce qu'il s'oppose systématiquement, comme Mélenchon ou Le Pen, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'oppose avec talent, donc pas tout le temps, et
comme pourquoi pas certains leaders de droite qui ne sont pas cités ici, qui ont décidé de ne plus être dans l'opposition systématique et bête. Wauquiez d'ailleurs lui-même a dit quelquefois que quand il y a un projet gouvernemental qui lui semble intéressant, il comptait le soutenir. Et donc, il est puni. Olivier Faure aussi. Là, on a les grandes gueules qui tapent systématiquement quoi que fasse Macron. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a une question si médiatique. Vous voulez, ouais. voilà, donc le mot meilleur, pour moi, n'est pas adapté. Et ce sondage-là me gêne chaque année parce que... C'est meilleur bruiteur que meilleur opposant. Voilà, le meilleur fighter, mais ça ne veut pas dire forcément le plus intelligent opposant. Vous voyez. Alors, voilà. Après, vous n'êtes pas très surpris quand même de ce classement. Olivier Faure, de toute façon, il pâtit d'une absence de notoriété. Il doit être connu par à peine 15-20% de la population. Quand vous êtes comme cela lesté par très peu de notoriété, forcément, dans les sondages après qualitatifs, vous culminez. Quand vous avez 100% de notoriété, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, forcément vous êtes haut. Wauquiez lui-même n'a pas encore 100% de notoriété, à mon avis. Si on faisait le calcul dans les sondages, on peut regarder, je pense qu'il est plutôt à 70-75. Donc lui, il est aussi pâti de cela. Il faudrait d'ailleurs peut-être que les instituts de sondage changent un peu de méthodologie et se disent que, il faut pondérer les résultats en fonction de cette notoriété. Sinon, ça n'a pas de sens. Explication possible, évidemment, sont aussi les divisions qui rongent les partis. Stéphane Le Foll, ce matin, sur notre antenne, n'a pas été très tendre avec Olivier Faure. D'abord, il ne valide pas la participation annoncée du PS à la manif du 26 mai lancée par la France Insoumise. Et puis, vous allez le voir, le nom Nouvelle Gauche l'agace. Tout le monde me connaît et je crois que c'est mieux de dire que je suis socialiste que Nouvelle Gauche. D'accord. C'est l'appellation quand même du... Oui, c'était ça. Ça avait été choisi par Olivier Faure. C'est une mauvaise idée. Ah, moi, j'avais proposé socialiste et démocrate. Je pense que Nouvelle Gauche, c'est quelque chose qui n'identifie personne. On a compris, ça vous plaît pas. Bon. Socialiste, au moins, les gens savent. Mickaël Darmon, ça pose quand même un problème. Il est membre du Parti Socialiste, il critique ouvertement sur un plateau de télévision la décision du président, du patron du parti. C'est pas seulement la seule critique, il critique le déménagement, il critique le positionnement, il critique tout. En fait, il s'installe dans une forme de folisme et de socialisme en même temps. Il veut créer sa propre voie. Il veut s'inscrire aussi dans ce qu'a fait François Hollande, alors que beaucoup aujourd'hui, dans la nouvelle version du PS, veulent s'en éloigner. Ça correspond aussi au score de ce sondage, qui pour le coup là est assez crédible et restitue la situation. Il y a les trois problèmes qui, au fond, traversent les deux partis de gouvernement, dits de gouvernement ou anciens de gouvernement, c'est-à-dire le corpus, le leadership et la ligne politique. Donc, à partir de là, tant qu'ils n'arrivent pas à créer ce moment, à retrouver un espace politique, ils seront condamnés à chaque fois à se regarder le nombril, dire est-ce que c'est bien, est-ce que ce que l'autre a fait est bien. Et c'est ça la difficulté dans laquelle ils sont et dans laquelle l'exécutif les maintient. Parce que les politiques publiques qui sont mises en place et qui seront mises en place alternativement sur l'ensemble du quinquennat auront vocation à les maintenir en permanence dans un état de difficulté et de division. Sauf que ça donne des séquences télévisuelles, ça peut éventuellement faire sourire, mais quand même, dans une démocratie, des partis d'opposition qui sont faibles, c'est inquiétant. Et qui se divisent, comme on peut le voir. Des partis d'opposition qui sont faibles, c'est pas évident, parce qu'il y a des partis d'opposition qui ne sont peut-être pas considérés comme des partis de gouvernement, mais eux, ils sont pas si faibles. Le Front National est très haut, la France Insoumise est quand même costaude, et donc ce sont les partis de gouvernement, comme le disait Mickaël tout à l'heure, qui eux sont faibles. C'est inquiétant. Mais en même temps, moi, le Foll, je le comprends un peu sur l'affaire du nom. Oui. Parce que quand même, ce nom, on le connaît. Il n'est pas tout nouveau. On a connu la nouvelle gauche socialiste, me semble-t-il. C'était plutôt identifié à la gauche de la gauche. C'était Drey, Mélenchon, etc. qui avaient créé ça à une certaine époque. Et lui, qui voulait social et démocrate, il se situe plutôt sur une gauche hollandaise de gouvernement, centre-gauche. Donc là, il y a clairement, avec ce nom quand même, une inflexion du Parti socialiste, qui n'avait pas été forcément appréhendé comme tel lors de la campagne, parce qu'Olivier Faure paraissait quand même comme un bébé Hollande, un bébé héros, enfin quelqu'un plutôt dans cette ligne-là de gauche de gouvernement. Or là, le choix de ce nom et les premières déclarations, cette volonté quand même plutôt de s'opposer, tout ça, montre quand même qu'Olivier Faure semble vouloir aller un petit peu vers la gauche de la gauche, pourquoi pas concurrencer Mélenchon, Hamon, parce qu'il pense sans doute que le vivier électoral est plutôt là. Parce qu'il est tiraillé, il est poussé poussé aussi par le fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel Macron prend beaucoup de place. Il prend
place à droite, il prend de la place à gauche, il prend de la place au centre, et donc chacun est un peu obligé d'aller chercher aux extrêmes là où il peut ramasser un petit peu, quoi. Donc voilà, donc c'est sans doute ça le choix de ce nom, un choix marketing au fond. Et dans le même temps, les ministres tentent de reconquérir les territoires. On en parlait sur ce même plateau mardi soir dans notre débat. 29 ministres sont allés à la rencontre des Français dans 27 départements. Les opposants à La République En Marche dénoncent une opération de communication. Écoutez Hervé Morin, qui est le président de l'Association des régions de France. Que le gouvernement traverse le périphérique pendant une journée pour aller expliquer à nos compatriotes la politique qu'il mène, c'est très bien. La question, elle n'est pas là. La question, elle est, est-ce que les réflexes de centralisation, de jacobinisme, d'une technocratie extrêmement présente dans l'appareil de l'État empêchent le développement de politiques efficaces, innovantes dans les territoires? C'est ça la question. C'est ça la question, il a raison, Mickaël Dindon. C'est ça le problème d'Hervé Morin, c'est qu'il commence mal et il finit bien. Il démarre par effectivement un argument absolument démagogique de premier degré, parce que les ministres font des déplacements réguliers, quotidiens, permanents, certes sur leur champ ministériel, il dépasse le périph'. Largement, ça c'est évident, et lui-même l'a été, il le sait très bien. Et puis après, il pose la bonne problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, et c'est au cœur de la gouvernance, alors c'est totalement assumé par l'Élysée, par Macron et le gouvernement, il pose le cœur de la gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance verticale avec la transmission aux experts et aux technocrates, le soin de transformer un appareil d'État et des politiques publiques qui n'ont pas été réussis par les alternances données aux politiques. Et ça, c'est absolument volontaire. La manière de tenter de gommer quelques aspérités, c'est effectivement cette opération à la rencontre des ministres, mais qui... Au fond, bon, c'est la communication, mais enfin la politique c'est de la communication, parler, transférer. Mais reconquérir les territoires, c'est le vrai défi de ce gouvernement. Mais les territoires sont déjà sont pas perdus. Quand vous regardez, quand vous regardez les structures électorales, les campagnes ont voté pour Macron, les seniors ont voté pour Macron. C'est pas totalement perdu de ce point de vue-là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est le déploiement d'Édouard Philippe. Parce qu'au fond, ça intervient le jour anniversaire de la formation du gouvernement d'Édouard Philippe. Cette opération, elle est beaucoup plus, en fait, d'après ce que j'ai compris, revendiquée et demandée et initiée par Édouard Philippe que par Emmanuel Macron. Donc, de ce point de vue-là, on a aussi... Sans Édouard Philippe. Et bien sûr. Et organisé par Benjamin Griveaux, si on a bien compris. Bien évidemment, parce que c'est le chef, justement, qui fait un peu... il surplombe. On a là la mutation, peut-être, d'un Édouard Philippe qui veut peut-être dépasser son rôle de collaborateur heureux et qui commence peut-être à vouloir peser sur un dispositif. Yves Deray. Moi, j'ai l'impression que d'abord qu'il y a une volonté d'image, c'est-à-dire on dit d'une part Macron président des riches et d'autre part Macron président parisien. Eh bien, on fait une opération pour montrer qu'on va auprès des Français plus modestes et dans les territoires. Donc ça répond en gros à deux difficultés qu'avait Emmanuel Macron. Est-ce que les Français mordent à l'hameçon? C'est pas évident, ça semble quand même un peu cousu de fil blanc. Après, mon petit doigt me dit que par ailleurs, il y a aussi une volonté de la part, et là plutôt de l'Élysée, pas d'Édouard Philippe, mais de l'Élysée, de tester un petit peu aussi ces ministres qui sont souvent des bons techniciens dans leur domaine, et de voir parmi ceux-là ceux qui sont capables de transcender un petit peu leur périmètre et de être capables d'expliquer la politique du gouvernement. Parce que là, Laura Flessel, elle ne va pas pouvoir parler que des JO à Paris. Il va falloir déjà va parler, c'est déjà pas mal, parce qu'on n'entend pas le son de sa voix depuis qu'elle est ministre. Donc, Elisabeth Borne, il y a déjà une information. Voilà. Et Elisabeth Borne ne va parler que de son périmètre et que des transports, etc. Certains étaient angoissés d'ailleurs. Benjamin Griveaux expliquait qu'il était obligé de faire des fiches. Mais ils ont raison de s'inquiéter, parce que quand même, on n'est pas certain quand même que chacun de ces ministres, de ces 29 ministres, ait vraiment un potentiel politique pour en fait préparer l'an 2. Macron. C'est-à-dire les élections. C'est-à-dire la deuxième partie du quinquennat, avec l'armada politique dont il aura besoin. C'est pas avec cela qu'il va aller gagner la présidentielle prochaine. Donc, si vous voulez, je pense aussi que ça va valeur de test. Et on sait que Macron aime bien avoir des petits reportings derrière les réunions, qui prend le temps le soir, tard, comme ça, quand il s'ennuie, entre deux insomnies, de lire les reportings, de regarder des petites notes, et puis de voir qui s'est bien débrouillé ou pas. Donc je pense que, en fait, ceux qui jouent gros, ce sont ces ministres qui vont sur le terrain. Et les pauvres, ça va leur mettre une énorme pression. Dernier thème de ce match, un autre sondage sur les élections européennes, cette fois, scrutin qui sera là aussi un test crucial en 2019 pour Emmanuel Macron et La République En Marche. Selon une étude IFOP pour Valeurs Actuelles, si le vote avait lieu en ce moment, l'alliance de La République En Marche et du MoDem obtiendrait 27% des suffrages.
suffrages. Le Front National, 17%, LR, 15%. La liste soutenue par Jean-Luc Mélenchon, 14%. La liste PS, 7%. Il faut dire que la ligne politique qui semble la plus pro-européenne aux yeux de certains, c'est celle d'Emmanuel Macron. Certains LR attendent d'ailleurs de voir ce qui va se passer dans leur propre parti. L'essentiel pour moi, c'est la ligne européenne. Donc on va voir avec Laurent Wauquiez, avec les Républicains, quelle ligne européenne sera choisie. J'espère encore que la ligne ne sera pas celle du souverainisme, que ce sera une ligne de réforme de l'Europe, une ambition européenne, certes avec une réforme, plus de démocratie, plus de vigueur dans l'action et moins de bureaucratie, mais je pense qu'il nous faut une ligne européenne. Et c'est pas si sûr que qu'elle soit très européenne, la ligne de Laurent Wauquiez. En tout cas, c'est ce thème-là qui va très certainement être la première crise ouverte au sein de LR, qui est en train de couver, de monter de plus en plus. D'abord au sein autour du leadership et de la personnalité de Laurent Wauquiez, mais certainement le moment politique qui va cristalliser, ouvrir cela, cette boîte de Pandore, ça va être ça sera donc les élections européennes et leur préparation. Parce que là, on a entendu Jean-Pierre Raffarin qui évidemment envoie une sorte d'avertissement à plus que subliminal à Wauquiez. On sait que Jean Leonetti, président du Conseil national et très européen, est en train de travailler une forme de synthèse pour essayer de réunir au fond Guillaume Pelletier et Virginie Calmès, donc bon courage, mais que quelque part il aurait très envie, parce que Wauquiez fait un peu courir le bruit que ce serait un peu lui la tête de liste, il pourrait avoir envie d'aller tirer cette liste et représenter cette vision européenne. Pour l'instant, c'est plutôt facteur de crise que de facteur de consensus, parce qu'il va falloir, effectivement avoir une ligne, deux, gérer le problème du renouvellement. Il y a beaucoup d'anciens qui veulent être réinvestis, mais les jeunes poussent en disant il va falloir renouveler. Est-ce que les sarkozystes vont rester? Qui sera sacrifié? Bref, il y aura très certainement beaucoup de tensions qui vont se dérouler autour de la préparation de ce scrutin. LR n'en a pas fini avec les divisions, Yves Deray. C'est un piège terrible, je pense, pour Laurent Wauquiez, cette élection européenne, parce qu'il est effectivement coincé là entre un parti extrêmement pro-européen qui a l'air de caracoler en tête des sondages, d'autant qu'il y a une alliance avec le MoDem, qui est aussi l'autre grand parti européen, qui tout seul déjà faisait d'assez bons scores aux européennes, traditionnellement. Donc là, on a En Marche qui a réussi à faire scander le mot Europe dans des meetings pendant la présidentielle, ce qu'on n'avait quand même jamais vu auparavant. Et depuis lors, Emmanuel Macron n'a cessé d'affirmer ses convictions européennes et son leadership européen. Parce que pour la première fois, on a l'impression d'avoir un président français qui a pris le leadership en Europe, qui parle d'égal à égal avec les chefs d'État, aussi bien Poutine que Trump, etc. Et dans ce monde instable, je pense que les Français se disent aussi, peut-être qu'en effet, il va falloir créer un véritable ensemble européen, parce que d'un côté, on a ce Trump qui est extrêmement souverainiste, qui défend l'Amérique d'abord, America First, etc. Les Chinois qui n'inspirent pas grand-chose de bon, et Poutine, on peut imaginer. Donc, je pense que l'opinion est quand même assez mûre pour aller vers un parti franchement européen. Et puis après, Wauquiez, il a de l'autre côté le Front National et même Nicolas Dupont-Aignan qui est quand même à 6% dans ce sondage. Absolument. Et qui, malgré tout, comme il tape sur le même clou depuis 15 ans, il finit par réussir à l'enfoncer un petit peu. Donc c'est un pari très compliqué. Laurent Wauquiez, je pense, ne sait pas très bien comment, encore aujourd'hui, comment il va gouverner sa barque dans cette mer très houleuse, d'autant que, comme on le voit, il y a encore là des grands leaders comme Raffarin, etc., qui vont aussi ne pas se gêner en fait pour le déranger, pour l'embêter. On dirait qu'ils veulent aussi la mort de ce parti. Et pour travailler aussi pour éventuellement, voilà, parce que ce qu'ils font déjà un petit peu. Ils font déjà beaucoup. Il faut savoir aussi que ça sera la première élection depuis l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron, parce que ce qui est dit là aussi très clairement quand on en parle, c'est que la campagne se préparera et se fera depuis l'Élysée. Et que c'est, bien entendu, Macron avec Emmanuel Macron aux commandes. C'est en tout cas aux commandes qui va forcément s'engager dans cette campagne. Il met un capital personnel et politique trop important pour être à ce moment-là en retrait. Et bien évidemment, la liste sera évidemment composée et suivie de très très près par Emmanuel Macron, avec l'intention d'y mettre des personnalités qui ne seront pas des recyclés d'un éventuel remaniement. L'intention est de mettre des personnalités, on verra s'il y trouve, puissantes, qui veulent dire des choses et qui donc emmènent une liste européenne, mais ça veut dire aussi que la tête de liste ne sera pas forcément très, entre guillemets, très importante. Parce que de toute façon, le patron de la campagne européenne, ce serait Emmanuel Macron. Et on va la suivre de très près. Dernier mot sur Wauquiez. Moi, je pense que là, à 15%, il est encore un peu haut.
par rapport à ce qu'il risque de faire. Et pour ma part, je pense que cette élection peut être aussi sa mort politique. Parce que d'autres que lui auparavant ont quand même planté des élections européennes magistralement à droite, on le sait. On se souvient de cette fameuse élection où Philippe Séguin a quitté la liste en cours de route, où Nicolas Sarkozy est arrivé comme il a pu et il a fait 12,5. Et ensuite, il a quand même connu une sacrée traversée du désert. Et je pense que Wauquiez joue très très gros dans cette élection européenne. Rendez-vous en 2019, évidemment. En attendant, on va la suivre de très près, cette campagne pour les européennes. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Jean-Marc Bustamante. Il est le directeur de l'École nationale des beaux-arts de Paris. Dans quelques jours, il entrera à l'Académie des beaux-arts. On va parler culture et expo, puisque l'expo sur mai 68 a très bien marché. Il nous dit tout dans un instant, juste après cette courte pause. Le vide, ça vous parle, vous, Sylvain Tesson? Abyssum invocat, le vide appelle le vide. Ça, c'est une devise d'alpiniste. Il y a dans le livre de Klein ce moment où vous citez la manière dont Houellebecq, de manière assez amusante d'ailleurs, explique qu'en fait il se sent assez bien dans le néant. Mais alors effectivement, c'est une histoire d'utilisation des mots. J'aime beaucoup moi cette idée que les mots ont été gravés dans le marbre, mais qu'il y a toute la profondeur qui a changé. Parce que lui, il veut dire le désespoir en fait. Il parle pas du néant comme d'un espèce de vide qu'on finit toujours par combler par sa propre définition. D'ailleurs, il n'y a pas de définition vraiment du vide, parce que si on dit le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, ben, si on enlève absolument tout, ce qui reste, c'est pas le vide, mais le néant. Donc le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. C'est QFD. Livrez-vous avec Sylvain Tesson et Étienne Klein, demain à 22h sur Public Sénat. VPL se poursuit avec l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons Jean-Marc Bustamante. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le directeur de l'École nationale des beaux-arts de Paris. Je le disais à l'instant, vous allez être officiellement installé au sein de l'Académie des beaux-arts très prochainement, dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous ressentez d'abord à l'approche de cet événement ? C'est un événement plus pour peut-être ce que je pourrais y faire que pour moi-même, ou peut-être pour ma maman. Ou pour les honneurs. Ouais. Pour les honneurs. Mais c'est une maison voisine à nous. Ouais. C'est une maison avec laquelle les Beaux-Arts de Paris se sont plus très bien entendus depuis 68 où Malraux avait nommé Balthus à la Villa Médicis, et puis les deux maisons se sont tournées le dos. Ah. Et donc j'ai essayé, quand j'ai été nommé en tant qu'artiste directeur des Beaux-Arts il y a 3 ans, de me réconcilier avec eux en disant n'ayez pas peur, vous vieux académiciens des Beaux-Arts de Paris, parce qu'il s'y passe des choses formidables, c'est un laboratoire, un conservatoire, un lieu de production. Et voilà, et on a fait la paix, plus que ça, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses aujourd'hui. Et dans ce département, on vient d'entrer aussi Gérard Garouste et Fabrice Hibert. Et donc on espère nous, les bébés par rapport aux autres, essayer de faire bouger la maison. Alors vous avez fait référence à 1968. Effectivement, c'est l'expo majeure du moment qui semble faire fureur. Ça s'appelle Images en lutte, la culture visuelle de l'extrême gauche en France. Elle se termine bientôt. Est-ce que déjà vous avez les chiffres de fréquentation ? Je n'ai pas les chiffres de fréquentation. En tous les cas, c'est l'exposition qui a eu le plus de succès depuis que les Beaux-Arts existent. Alors, expliquez-nous. Nous étions nous-mêmes très étonnés. C'est vrai que les Beaux-Arts ont été un lieu mythique, symbolique, très important pendant les événements de mai 68, dans la mesure où, à la Sorbonne, on écrivait et aux Beaux-Arts, on faisait des images. Et il y a eu donc toute cette production d'images qui ont très bien vieilli, d'ailleurs, avec une vraie création artistique, un vrai défi visuel aujourd'hui. Et quand on les retrouve, on s'aperçoit que la création était forte, avec des moyens assez modestes. Ce sont des aplats faits à la sérigraphie, à toute vitesse. Et ce choix d'images que nous avons gardé, donc dans nos collections, parce qu'aux Beaux-Arts de Paris, nous avons une énorme collection aussi de peintures, de dessins, etc., dont ces images qu'on a voulu montrer en regard aussi avec la production artistique de l'époque. Et ça fait une exposition tout à fait étonnante. Rattrapage historique, essayer de... Des affiches qu'on voit passer à l'antenne derrière vous. Des affiches qui sont très simples, qui sont très efficaces. Et avec un génie artistique qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a des slogans qui sont entrés dans l'histoire. Je pense à CRSSS, évidemment, le plus connu. Alors, il y a des choses qu'on n'oserait pas faire aujourd'hui, et qui seraient censurées. Il y a une manière aussi de dessiner qui est très simple. Et quelqu'un me disait justement cet après-midi, c'est bizarre, on ne voit pas d'image, même dans les images de contestation, une telle maîtrise du dessin.
Et voilà, c'est pour ça. On a fait aussi un très très beau catalogue qui a un succès fou. Absolument. Moi, j'avais un tout petit peu peur en me disant, c'est vrai que pour les étudiants aujourd'hui des Beaux-Arts de Paris, 68, il y a 50 ans, c'est comme moi pour la guerre 14-18. et en fait, ils s'y intéressent, et il y a beaucoup de monde, et voilà. L'art souffre toujours un peu d'une image élitiste. Alors, pour le coup, pas du tout cette exposition, mais globalement, quand on parle des Beaux-Arts de Paris, on a l'impression que ce sont des artistes un peu fous, un peu déjantés, à l'art extravagant, qui est un peu hermétique pour la population. Vous, qui êtes autodidacte, qu'est-ce que vous pouvez dire à des jeunes qui se diraient « Ah bah non, les Beaux-Arts, c'est pas pour moi, je suis pas issu du bon milieu ». Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord, effectivement, l'accès aux Beaux-Arts de Paris. Nous avons ouvert une école préparatoire qui s'appelle la Via Ferrata il n'y a pas longtemps pour essayer d'atteindre justement des milieux plus défavorisés, ce qu'on appelle les milieux de la diversité. Et ça marche. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain milieu... vous trouvez des perles ? Pas l'impression que c'était fait pour eux. En même temps, je dirais même dans presque tous les milieux, je dois dire souvent, et c'est pour ça que je dis souvent aux professeurs et aux personnes qui sont là, il faut respecter les étudiants, parce que d'abord, la plupart du temps, ils doivent convaincre leurs parents avant d'entrer. Les parents préfèrent souvent... Artiste, c'est pas un métier qui plaît aux parents, a priori. Non, alors, déjà, c'est pas un métier. Moi, je pense qu'on est là pour former de beaux esprits. On professionnalise pas, mais on permet à un jeune de venir, de chercher dans une créativité possible pour lui, d'expression à travers toutes les disciplines qu'il a à sa disposition. Et ça forme vraiment des beaux esprits, ça forme des gens tout à fait étonnants. Je ne pense pas qu'on forme beaucoup de chômeurs, et je pense qu'on forme des gens qui vont être très utiles à la société. Qu'est-ce qu'on fait après les Beaux-Arts ? On peut faire beaucoup de choses, parce que je vois qu'il y a des directeurs de start-up qui sont très intéressés, qui viennent en disant en fait, les diplômés des Beaux-Arts, ça peut être aussi des personnes qui peuvent être utiles dans des groupes, comme des personnes qui sont curieuses, qui sont des manuels, qui savent scier du bois, qui savent parler, qui savent s'exprimer. Et ça forme vraiment des gens tout à fait étonnants. Donc c'est un peu l'école de l'utopie, d'une certaine manière, mais c'est une utopie, je trouve, assez réaliste, parce que je pense que ceux qui sortent de là... Alors, on souhaite évidemment que beaucoup d'entre eux deviennent des artistes, ce n'est pas le cas. Deviennent des artistes, c'est-à-dire exposent à Paris, dans les grandes galeries. Une carrière et un vrai travail, et on les forme pour ça. Il y en a un certain nombre, mais c'est pas le but principal. Le but principal, c'est effectivement faire en sorte que ces gens passent l'expérience de 5 ans à la recherche d'eux-mêmes pour créer quelque chose. Et ça, je pense que ça les met souvent très en phase avec la société, et ce dont elle a besoin, à mon avis. Il y a 3 ans, l'éviction de votre prédécesseur avait fait beaucoup de bruit. C'est Fleur Pellerin qui l'avait démis de ses fonctions, la ministre de la Culture de l'époque. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Françoise Nyssen, ministre de la Culture actuelle ? Alors, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que les ministres changent beaucoup et changent vite. Et oui. C'est-à-dire que, moi, de Fleur Pellerin, j'ai eu la chance d'avoir Audrey Azoulay. Maintenant, nous avons Françoise Nyssen. Vous avez dit la chance avec Audrey Azoulay et Françoise Nyssen ? C'est une chance de l'avoir comme ministre. Et Françoise Nyssen, je ne l'ai pas beaucoup vue, mais je pense que c'est une femme qui est très présente et qui elle est quand même venue plusieurs fois aux Beaux-Arts. Et voilà, la grande difficulté, je crois, que de ce ministère de la Culture en général, c'est qu'ils ont ils sont tellement pris. C'est un ministère qui est tellement lourd et tellement exposé que peut-être les Beaux-Arts ne comptent peut-être un peu moins que d'autres choses. Je regrette, parce qu'il y a une potentialité aux Beaux-Arts et aussi la situation des Beaux-Arts. Vous savez, nous sommes au Pain-Saint-Germain-des-Prés, c'est une ville, j'ai l'impression d'être le maire d'un grand village, avec des populations les plus diverses et les plus variées, des professeurs, des étudiants dont on parlait, des gens tout à fait étonnants, des agents. Et voilà, de toute façon, ça fait partie de mon métier, d'être en relation avec mes tutelles, avec le ministère. Et j'y suis. Ils viennent de me prolonger d'1 année, parce que j'avais des projets, même si j'ai un peu dépassé la limite d'âge. Et avec l'Élysée, en quelques secondes, votre rapport au couple présidentiel que l'on dit féru d'art. Peut-être avez-vous d'ailleurs eu la visite de Brigitte Macron ? Je n'ai pas eu la visite de Brigitte Macron. Par contre, je suis en relation avec Claudia Ferrazzi, qui est sa conseillère, et qui est quelqu'un de très bien, et de très ouvert, de très attentif et bienveillante. Voilà. Donc de très bons rapports avec et rassuré d'avoir un couple présidentiel qui aime la culture. Tout à fait. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir, Jean-Marc Bustamante. Vous êtes donc le directeur de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris. On dit aujourd'hui Beaux-Arts de Paris, parce que dans l'école, les Beaux-Arts, c'est aussi une maison d'édition, c'est aussi des collections, c'est aussi des lieux, c'est aussi un lieu de recherche, etc. Et je rappelle qu'il ne reste que quelques jours pour aller voir cette expo sur mai 68, Images en lutte. Merci d'avoir été notre invité dans l'entretien ce soir. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine sur Public Sénat, publicsénat.fr pour retrouver
retrouver les articles de la rédaction et puis les émissions en replay, vous le savez maintenant. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Passez une très belle soirée, restez au cœur du débat.